Bienvenue, ici Spartan et Leonardus. À partir de cette vidéo et des suivantes, je te propose de reprendre notre série de vidéos consacrées au programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur le site digitalpainting.school. Pour rappel, il s'agit de cette série de cours complets disponibles sur le site qui permet à tout le monde, même aux néophytes complets, d'apprendre le digital painting et le dessin. On y voit toutes les bases dans un programme structuré et bourré d'exercices pour s'entraîner. Ce programme est découpé en 3 grandes parties, les bases en digital painting, les bases en dessin et la partie 3, les techniques avancées. Et chacune de ces 3 parties est elle-même divisée en plein de petits chapitres qui se débloquent chaque semaine. Rien que pour te donner une petite idée, chaque partie fait environ 60 heures de vidéo et facilement plus d'une centaine d'heures d'exercice. Donc ces cours tiennent généralement largement plus d'1 an complet aux élèves. Et j'ai déjà partagé sur la chaîne un paquet de vidéos de cours justement gratuites qui sont extraits de la partie 1 et de la partie 2 du programme indispensable. Et je me suis rendu compte là dernièrement qu'en fait, je n'ai pas fait la même chose pour la partie 3. Alors que pourtant, il y a là aussi tout un chapitre qui est gratuit. Et je précise que ces cours de la partie 3 sont ciblés spécifiquement sur des notions très avancées et sur des techniques avancées en digital painting qui vont permettre d'accélérer ton workflow et d'améliorer tes rendus. Et tu verras que tout ce premier chapitre, toutes les vidéos que je vais te partager là dans cette playlist sont sur le texturing photo. Autrement dit, comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser des photos et les mélanger avec tes digital painting pour avoir des textures super réalistes et éviter tous les pièges possibles. Si déjà ces vidéos ont été enregistrées et qu'elles sont gratuites, autant les partager avec le plus grand nombre et autant en remettre un maximum sur YouTube. Ainsi ça permettra à un maximum d'entre vous de découvrir le programme et surtout d'apprendre plein de choses. Encore une chose super importante, ici sur YouTube, c'est l'occasion de découvrir ces vidéos, mais je t'invite quand même fortement à suivre les cours directement sur le site, sur digitalpainting.school. Ainsi, tu pourras non seulement retrouver toutes ces vidéos sur le site, tu pourras également suivre ta progression avec un pourcentage en intégralité des cours, mais surtout tu pourras télécharger les cadeaux qui sont dans chaque chapitre, tu pourras télécharger les fichiers de cours et d'exercices qui vont avec les chapitres, et bien sûr tu auras accès au forum privé pour poster tes exercices et poser tes questions. Donc même si c'est juste pour regarder les chapitres gratuits, je te conseille quand même d'aller sur DP School pour avoir vraiment une expérience complète et les fichiers qui vont avec. Et d'ailleurs là je te parle du forum privé, sache que sur celui-ci il y a non seulement moi-même mais aussi toute une équipe de formateurs composée de professionnels qui font des retours et des critiques aux élèves, histoire d'assurer un suivi. Et cela y compris sur les chapitres gratuits. Donc même toi là si tu y vas, tu t'inscris, tu postes tes exercices, et ben tu auras la chance de recevoir des retours de la part de ces professionnels. Et d'ailleurs comme sur YouTube je ne parle jamais d'eux alors qu'ils font un travail qui est absolument génial, ils sont super pédagogues, ils sont super talentueux. Je vais prendre 30 secondes pour te les présenter. Ils sont concept artistes ou illustrateurs. Il y a Chose, Grimdor, Olivier Bernard, qui est d'ailleurs depuis peu illustrateur pour Wizards of the Coast sur le jeu de cartes Magic, également pour Warhammer. Nous avons aussi T-Vince et Schmax, qui est concept artiste, entre autres pour Ubisoft. Chacun d'entre eux est vraiment hyper talentueux. Je te mets d'ailleurs aussi le lien vers leur galerie sous la vidéo, comme ça tu pourras un petit peu voir ce qu'ils font. C'est l'occasion de leur envoyer un peu de visibilité. Fin de la parenthèse, j'en reviens à notre nouvelle série de vidéos. Il y en a en tout presque une trentaine qui vont être postées dans les prochaines semaines. Ça reprend à peu près l'ordre tel qu'elles sont sur le site. Il y en a juste quelques-unes que je ne vais pas remettre parce qu'elles sont pas super fun pour YouTube, elles sont pas hyper intéressantes. C'est plus pour les gens qui ont vraiment acheté les cours. Et j'arrête ici mon introduction. Je te laisse avec la suite de cette vidéo qui est la première vidéo d'introduction de cette partie 3. En plus de te présenter les cours, je parle un petit peu de l'évolution de l'art en parallèle de la progression de la technique. Moi, c'est un sujet que je trouve passionnant, j'espère que ce sera instructif et je te montre après ce qu'il y a chapitre après chapitre dans les cours de la partie 3. Comme ça, tu as tout vu, tu sais de quoi ça parle et on pourra enchaîner sur les autres vidéos. Bon visionnage l'artiste et j'espère que cette initiative de partage te plaira. Salutations l'artiste et bienvenue dans cette toute première vidéo de la partie 3 du programme indispensable qui est dédiée aux techniques et aux notions artistiques avancées. Comme son nom l'indique, je vais t'enseigner plein de techniques avancées que je ne t'ai pas encore montrées dans la partie 1 et dans la partie 2 du programme indispensable. Et ça va nous permettre d'aller plus loin, de faire des choses plus rapidement avec plus de fun, ou simplement de faire des digital painting beaucoup plus ambitieux et réalistes. Déjà, pour bien comprendre d'où viennent ces techniques avancées et quel est leur intérêt pour toi, je te propose qu'on fasse un petit tour en arrière. Genre loin en arrière. Genre dans le passé, très loin, et qu'on regarde un petit peu du côté des inventions de l'histoire de l'art. Car l'art a toujours rimé avec progrès et avec technique. Et cela d'aussi longtemps qu'on s'en rappelle. On va regarder par exemple du côté des grottes préhistoriques.
Quand je te dis qu'on allait remonter très loin dans l'histoire de l'art, c'était pas des conneries. Si on a pu retrouver les peintures des hommes préhistoriques et qu'ils ont eux-mêmes pu s'exprimer au travers de leur art sur ces murs, c'est parce qu'ils ont inventé des pigments, des colorants naturels qu'ils ont trouvés dans la nature et qu'ils ont détournés à des fins artistiques. Donc en soi, la trouvaille de ces blocs de terre et de ces colorants naturels et leur détournement est déjà une invention, et cette invention a donc permis une nouvelle forme d'expression artistique. Ensuite, plus le temps avançait, plus on a découvert d'autres pigments naturels, d'autres manières de peindre, on a commencé à utiliser des pinceaux, etc. Donc évidemment, chacun de ces outils est une invention qui a permis aux artistes de faire évoluer leur art. Évidemment, on a plus de précision avec un pinceau, on va avoir différents types de rendus, différents types de couleurs, différents styles artistiques. Et par exemple, je vais te citer encore 3-4 inventions qui ont vraiment fait une différence dans l'histoire de l'art, et tu verras à quel point le progrès et les inventions ont un impact direct. Un truc tout bête par exemple, je suis sûr que tu n'y as jamais pensé, mais la palette du peintre. Tu sais, la palette, ce bout de bois sur lequel ils mettaient leur peinture pour ensuite peindre. Eh ben, avant, il n'y avait pas ça. Et oui, avant, les précieux pigments étaient dispersés, bien séparés dans des bols qu'il fallait poser devant soi, etc. Donc c'était pas très pratique, c'était pas très productif. Ensuite, une autre invention, par exemple, qui a fait toute la différence, c'est la toile à peindre. Et oui, avant le XIVe siècle, si je ne me trompe pas, on peignait principalement sur du bois. Puis en Italie, on a donc créé cette espèce de tissu solide sur lequel on pouvait peindre. C'est devenu moins cher, donc ça s'est démocratisé très vite. Ça a rendu l'art plus accessible, en plus d'être quand même beaucoup plus pratique. Allez, je te sors une autre invention. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé dans la partie 2 sur la perspective, mais j'en suis pas sûr. Il s'agit de la camera obscura, autrement dit la chambre noire. À la base, cette invention n'était pas faite directement pour l'art, elle a été utilisée, il me semble, déjà bien avant, mais elle a été, entre autres, réutilisée par des artistes. Cette machine permettait aux artistes d'apprendre à dessiner en utilisant des procédés mathématiques, tels que des grilles et d'autres systèmes. On pense d'ailleurs que de nombreux maîtres de l'époque en ont utilisé. Allez, je te sors une autre invention technique que j'aime beaucoup, celle-là elle a une histoire assez intéressante, c'est le tube de peinture. Bah oui, parce qu'à cette époque, il n'y avait que deux manières de stocker la peinture. Soit dans de fragiles pots en verre ou dans des seringues, soit dans des vessies de porc qu'on fermait avec un élastique. Donc évidemment ça c'était pas très pratique et en plus de ça la peinture séchait très vite. Et ça obligeait notamment les peintres à rester dans leurs ateliers en intérieur pour ne pas que la peinture sèche trop vite. Et donc l'invention du pot de peinture dans les années 1830 a permis aux artistes de sortir de leurs ateliers, d'aller peindre directement en extérieur. Et je te laisse imaginer à quel point ça a tout changé. Et on pense d'ailleurs que c'est une des principales causes de la création du mouvement impressionniste. Sans le tube de peinture, ce pauvre petit tube de peinture, il n'y aurait peut-être pas eu d'impressionniste. Et pas mal d'autres courants par la suite. Cela dit, jusqu'ici je t'ai parlé principalement des percées techniques, mais il y a aussi eu des percées artistiques, comme par exemple la perspective, avec la Renaissance. Inutile, je pense, dans la partie 3, de t'expliquer à quel point ça a tout révolutionné, et ça a changé notre conception de l'art. Pareil, dans les années 1800, si je ne me trompe pas, avec la théorie des couleurs, qui a d'abord été inventée par des scientifiques qui étudiaient la lumière, et qui en sont venus à ensuite théoriser la lumière. Et ce sont ensuite les artistes, jusqu'à nous, digital painters aujourd'hui, qui se servons de cette théorie de la couleur. Et ouais. Après, évidemment, d'autres inventions, d'autres formes d'art, il y en a eu plein. Là, je te parle principalement de peinture, mais après, on peut parler de l'arrivée de la photographie, par exemple. D'ailleurs, c'est un parallèle que j'aime bien faire avec le digital painting. Car un petit peu comme le digital painting qui a droit à ses nombreux décrieurs, même s'il y en a de moins en moins je trouve, qui sont là pour crier sur tous les toits que le digital painting c'est pas du dessin, c'est pas de l'art, etc. C'est l'ordinateur qui fait tout à notre place de toute façon, hein, on le sait bien. Eh ben c'était pareil à l'époque avec la photographie. Lorsque la photographie est arrivée, lorsque c'est né, eh ben évidemment tout le monde a crié dessus au scandale, c'était pas de l'art. L'art à l'époque c'était la peinture et la sculpture, mais sûrement pas la photographie. Et pourtant, la photo a fait son petit bout de chemin et aujourd'hui c'est évidemment considéré comme un art à part entière. Idem avec le cinéma par exemple. Et par la suite, il y a eu bien sûr plein d'autres formes d'art qui sont apparues, plein d'autres utilisations de supports, de techniques différentes et variées avec des machines, plein de choses. D'ailleurs, il y a peut-être un peu trop de choses qui sont considérées comme de l'art. Je suis pas sûr que ça ou ça par exemple ce soit vraiment de l'art. Mais bon, on s'égare.
On arrive ensuite dans la deuxième partie du XXe siècle à l'arrivée de l'art numérique et de tout ce qu'il regroupe. Donc ça va bien sûr de la création d'images en 2D, en 3D, à de la vidéo, du motion design, des jeux vidéo aussi par exemple qui sont considérés depuis peu comme un art à part entière. Et bien sûr, le digital painting. Il y avait cette bande d'artistes qui aimaient bien expérimenter, avec entre autres Craig Mullins, qui est extrêmement célèbre entre autres pour ça, qui en sont arrivés à tester le dessin avec une tablette graphique, évidemment qui était très sommaire à l'époque, et une vieille version de Photoshop. Pour te dire, je crois qu'à l'époque, lorsque le digital painting a plus ou moins été créé, je crois qu'il n'y avait même pas encore de CTRL-Z sur Photoshop. Je suis pas sûr, mais je crois. Et je suis pas sûr non plus d'ailleurs qu'il y avait de système de calque. Et ce qui est sûr, c'est que les tablettes graphiques n'avaient pas encore de sensibilité de la pression sur le stylet. Voilà. Donc c'était vraiment du digital painting très sommaire. Et évidemment, lorsqu'on a vu les possibilités que ça offrait, ça s'est vite démocratisé. Et ensuite, les tablettes graphiques sont devenues de plus en plus performantes. Il y a tout un marché qui s'est créé. Évidemment, Photoshop a aussi évolué pour être de plus en plus performant et proposer de plus en plus d'outils à l'intérieur du logiciel pour augmenter le confort, la vitesse et les possibilités offertes aux artistes. Et ensuite, au jour J d'aujourd'hui, il y a plein de petites techniques comme ça qui sortent tous les ans ou tous les 2 ans et qui viennent rajouter une nouvelle méthodologie, une nouvelle technique, une nouvelle façon de créer en digital painting. Et c'est exactement ça que je vais te présenter dans cette partie 3. C'est tout ce qu'on n'a pas encore vu, tout ce qui ne se fait pas simplement avec l'outil brush ou l'outil lasso. On va donc parler de texturing photo, de photo bashing, de custom shapes. On va parler aussi de 3D et de plusieurs manières parce que c'est un outil très complet qui peut servir à faire plein de choses. On va parler aussi de la technique de l'occlusion ambiante. Et encore, on ne parle pas de celles qui sont actuellement en train de naître et qui seront sûrement des standards demain, comme par exemple la réalité virtuelle. Et oui, la VR. Il y a déjà pas mal de concept artistes professionnels et quelques rares illustrateurs qui utilisent en ce moment même et déjà depuis quelques temps des casques de VR avec des logiciels de modélisation 3D qui permettent donc de créer des objets directement en 3D dans l'espace en tournant comme ça avec 2 poignées. Et c'est en train vraiment de se démocratiser, c'est en train de mûrir et de devenir de plus en plus puissant. Donc c'est fort possible que d'ici 1 an ou 2, tu retrouves aussi des cours sur la modélisation 3D en VR pour le concept art sur digitalpainting.school. Donc si j'ai fait cette petite introduction sur, on va dire, l'histoire de l'art et les différentes inventions qu'il y a eu dans le temps, c'est vraiment pour te faire comprendre que là, nous sommes en train d'écrire actuellement l'histoire de l'art, en tout cas d'une partie de l'art numérique, et plus précisément encore le digital painting. Et oui, toutes ces techniques que je vais te montrer sont relativement récentes, il y en aura encore 2 dans le futur, et c'est d'ailleurs super passionnant de se pencher dessus, de les apprendre, et surtout de se rendre compte à quel point, exactement comme le tube de peinture, comme la perspective, ou comme la chambre obscure, ou plein d'autres inventions, ça va nous permettre de décupler nos possibilités créatives, d'avoir une meilleure productivité, de faire des choses avec plus de facilité, etc. Donc voilà une grosse partie de ce que sera la partie 3, et ce qui reste, ce seront des notions avancées, car on ne va pas que parler de nouvelles techniques, on va aussi voir quelques notions artistiques qu'on n'a pas encore vues dans la partie 2 du programme indispensable, parce que pour moi elles ne sont pas aussi fondamentales et importantes que les autres, mais ce sont des notions qui sont importantes à maîtriser et qui vont te permettre d'aller plus loin, d'obtenir ces 10% qui te permettent de passer d'un digital painting qui est vraiment très correct, un digital painting de maître. Et ça va être par exemple l'emploi d'une bonne lumière narrative, l'emploi d'effets d'atmosphère, comment tu vas peindre correctement et de manière expressive les nuages, le feu, comment tu vas peindre de l'eau, de la végétation, ou encore comment est-ce que tu vas réussir à gérer tes choix de couleurs en fonction de l'exposition. Donc toutes ces petites choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on va enfin voir dans cette partie 3. L'objectif dans cette partie 3, tel que moi en tout cas je le concevais, c'était vraiment de t'apporter, ainsi qu'à tous les autres élèves, un maximum d'outils, de techniques et de connaissances qui vont te permettre de dépasser les bases. C'est-à-dire qu'actuellement, tout le monde est à ce niveau-là, voilà, tout le monde connaît les valeurs, la perspective, etc. Et te montrer qu'est-ce qui te sépare des grands artistes, de tous ceux que tu vas voir sur digitalpainting.school, sur ArtStation ou n'importe où sur le web, et qui vont te mettre une claque. Et tu te demandes, mais comment est-ce qu'ils font? C'est quoi le truc? Eh bien, le truc, c'est ça. Ce sont ces petites notions d'atmosphère, de lumière, c'est le photobashing, c'est l'emploi d'une technique de 3D. Pas étonnant qu'avec tout ça, en plus de toi, ils arrivent à faire des trucs plus ambitieux et plus beaux. Et donc maintenant, eh ben c'est à toi de l'apprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à ces cours, tu ne vas pas perdre des années à les apprendre tout comme moi, car je peux te dire que c'était très long de faire des recherches, d'expérimenter par moi-même, de faire des erreurs, de comprendre comment on s'en sert, comment est-ce qu'on va mêler ça aux fondamentaux qu'on a appris pour que ce soit vraiment plus efficace, etc. Donc moi, le but, c'est vraiment de te livrer un maximum de ces connaissances, et même tout ce que je sais, à vrai dire,
pour que toi tu sois le plus efficace possible, le plus rapidement possible et avec le moins de frustration possible. Donc mon cher, j'espère que cette partie 3 te plaira, qu'elle sera aussi instructive que je l'espère. Maintenant que tu vois l'intérêt face à tes objectifs de ces techniques avancées, je te propose qu'on passe en revue chapitre après chapitre ce qu'on va faire ensemble dans cette partie 3. Et accroche-toi parce qu'il y a du boulot qui t'attend. On commence en douceur avec la technique de texturing photo qui permet d'ajouter un niveau de détail incroyable à son digital painting. Plutôt que de passer des heures et des heures à détailler à la main, pour un résultat quelquefois peu convaincant d'ailleurs, je vais t'apprendre à utiliser des photos pour le faire. Ensuite, toujours dans les techniques à base de photos, je t'enseignerai la méthodologie de photobashing. Autrement dit, créer une image en s'aidant de photos, et cela dès le début de sa composition. Les avantages sont énormes et les résultats finaux sont souvent bluffants. Par contre, c'est plus dur à utiliser qu'il n'y paraît, et sans bons cours et conseils, c'est un long et douloureux apprentissage. Ensuite, dans cette partie 3, il n'y a pas que des techniques ninja. Je t'enseignerai aussi quelques notions artistiques avancées que nous n'avons pas encore passées en revue, comme par exemple les effets d'atmosphère qui font toute la différence entre un digital painting qui est OK et un digital painting qui est génial. Ou encore comment peindre de la fumée ou du feu de différentes manières. Après ça, je te montre la technique super amusante et rapide des custom shapes. Là encore, on ne dessine pas, ou peu, et on utilise un outil peu conventionnel pour le faire à notre place. Et bien utilisé, c'est terriblement efficace et fun. Ensuite, on passe à une technique beaucoup plus dure et peu utilisée qui demande des connaissances très solides en lumière et en volume. Le digital painting par occlusion ambiante. Ici, on donne du volume à nos objets, personnages ou scènes avec une méthodologie très précise pour un résultat super convaincant. Après ça, on attaque un gros morceau qui devient de plus en plus indispensable pour tout artiste numérique, la 3D. Et je te rassure, car je sais que ça peut faire un peu peur, on va pas faire de la modélisation ou de l'animation à la Pixar. Seulement apprendre les bases très simples d'un logiciel à la fois gratuit, très intuitif et puissant, qui va nous permettre de créer nos digital paintings à partir d'une base de 3D. On s'évite toute la longue phase de dessin, qui peut prendre des heures, et pas être franchement fun, pour le faire en 3D. En plus, on est sûr que c'est juste et que ce sera plus réaliste. Et un des autres gros avantages est la possibilité d'explorer en un rien de temps plusieurs pistes, plusieurs compositions. On peut changer l'angle de vue, voir comment on se place ou comment on met en valeur notre sujet. La liste d'avantages est vraiment très longue et ce n'est pas pour rien si cet outil prend de plus en plus de place aujourd'hui. Ensuite, on abordera la lumière narrative, comment la lumière peut nous aider à mettre en valeur nos sujets, à bien faire comprendre ombre et lumière, et également à aider la composition en guidant le regard ou encore à susciter l'émotion chez le spectateur et à créer une ambiance forte. La lumière n'aura plus de secret pour toi, et dans la suite de ce chapitre, on parlera aussi de l'exposition et de son impact sur le choix des couleurs. Enfin, on se penchera sur comment peindre des éléments de nature comme de la végétation, de la roche ou de l'eau dans différentes situations et de différentes manières, car je sais que c'est un point qui peut être difficile, même lorsqu'on a de bonnes bases. On verra aussi comment utiliser une méthodologie à partir de vignettes peut nous aider à générer des idées ou des compositions rapidement et à développer notre imagination et notre sens de la composition. Et pour finir, je te montrerai encore une technique basée sur la 3D qui peut beaucoup aider ceux qui ont du mal à peindre des personnages. C'est un des sujets les plus durs à dessiner, surtout si les personnages ont des poses compliquées ou que la perspective n'est pas la plus facile. Ici, on ne s'embête plus et on arrête de massacrer nos personnages qui semblent sortis tout droit d'un cauchemar. On laisse le logiciel de 3D faire les poses et gérer l'angle de vue comme on le souhaite. Et en plus, c'est encore un logiciel gratuit. Et en plus de tout ça, nous allons faire pas à pas, chapitre après chapitre, 2 illustrations complètes ensemble. La première représente une scène d'action ultra dynamique dans un style très réaliste et plutôt sombre, tandis que la deuxième est au contraire pleine de poésie et de douceur. Ces 2 images vont nous permettre de voir ensemble les différentes techniques qu'on a vues dans les cours et de les mettre en application dans des projets concrets, tels que je le ferai pour des projets professionnels ou des créations personnelles que j'ai envie de peaufiner. Tu t'étonneras toi-même de ce que tu seras capable de faire. Et voilà, fin de cette première vidéo. Juste avant que tu décolles, je voulais quand même t'apporter une petite précision, notamment si tu suis ces cours directement depuis le site, ce que je te conseille de faire encore une fois pour pouvoir télécharger les fichiers juste ici ou accéder au forum pour pouvoir poster tes exercices et avoir ainsi les critiques des formateurs. Je voulais simplement préciser que la vidéo que tu viens de voir, c'était celle-ci, donc l'introduction à ce chapitre, mais que je ne vais pas remettre sur YouTube dans les prochaines vidéos certaines de ce chapitre 0, notamment ici le fonctionnement des cours, puisque là ça va être plus intéressant pour ceux qui vont vouloir acheter l'intégralité de la partie 3. Idem pour cette vidéo qui explique le fonctionnement des forums du programme, je te laisse la regarder si tu veux t'en servir.
Ensuite, on a cette vidéo sur l'état d'esprit, les objectifs et les attentes. Donc celle-là, je la reposterai peut-être à la fin de cette série dans la playlist sur YouTube. Pour l'instant, je te la saute, histoire qu'on rentre dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos. Ensuite, idem pour cette vidéo-là, pour qui ces cours sont destinés. Encore une fois, c'est plus pour ceux qui sont intéressés par la formation complète. Donc, je te la saute sur YouTube. Tout ce qu'on va voir ensemble, chapitre par chapitre, c'est ce que je t'ai mis ici à la fin de cette vidéo que tu viens de regarder. Et il nous restera donc dans ce chapitre 2 vidéos, choisis tes armes et est-ce de la triche, que je remettrai sûrement là aussi à la toute fin de cette playlist, une fois que tu auras vu toutes les techniques de texturing photo. Je pense que ce sont des thèmes qui sont intéressants à aborder. Si tu veux regarder tout de suite les vidéos, tu peux y aller. Ah, et encore une vidéo que je ne te montrerai pas dans les prochaines vidéos sur YouTube, mais qui est très importante et qui est sur le site, dans le chapitre 0, c'est que tout à la fin de ce chapitre préliminaire, il y a un exercice qui est donné à faire aux élèves. Le but de cet exercice est de faire une illustration, un digital painting, avec leur niveau actuel. Et tout à la fin de cette partie 3, à la fin des cours, plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, dans le chapitre 10, ils doivent refaire la même image, mais avec tout ce qu'ils ont appris durant les cours. Donc ça, c'est un exercice qui est super important. Évidemment, je t'encourage à le faire. C'est pour ça, encore une fois, que je t'encourage à suivre ces cours, même la partie gratuite, sur le site. Comme ça, tu pourras poster ton exercice. Et ainsi, le but est de voir toute sa progression suite au cours. Et généralement, ça nous fait des avant-après qui sont quand même plutôt classe, comme ceux que tu as pu voir d'ailleurs dans l'introduction tout au début de la vidéo. Et voilà pour la petite précision. Rendez-vous normalement dès demain pour la suite des vidéos gratuites de la partie 3. A plus l'artiste!